Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne Ensemble c'est mieux. Nous sommes le mercredi 16 janvier, il est à peu près 10h50 et j'ai le grand plaisir de passer l'heure qui vient en votre compagnie. Vous le savez, Ensemble c'est mieux, c'est une émission qui est faite pour vous, mais aussi par vous. En effet, si vous avez besoin d'aide, de conseils, de services, dans des domaines les plus variés, que ce soit l'art de vivre, le jardinage, la cuisine, la formation et bien sûr dans votre région, nous sommes là pour vous mettre en relation les uns avec les autres. Et pour cela, vous avez plusieurs moyens, notamment un numéro de téléphone, le 0805 383 383, une adresse mail aura@ensemble-c'est-mieux.fr et un groupe Facebook Ensemble c'est mieux pour Auvergne-Rhône-Alpes, je le rappelle, Auvergne-Rhône-Alpes s'écrit Aura, A-U-R-A. Il ne vous aura pas échappé que je suis un petit peu seul aujourd'hui, mais nous avons avec nous une téléspectatrice qui a un petit truc à vous dire. Bonjour à tous, bonjour Alain, je suis désolée vraiment de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, je suis bien triste, mais bon, je sais que tout ira bien puisque je vous laisse entre les mains expertes de notre ami Alain. Attention, pas de mauvaise habitude, je serai de retour dès lundi. Profitez bien, belle émission et à lundi. Je vous attends avec impatience et je tiens les clés de la maison. Tout de suite, c'est le sommaire. Aujourd'hui dans Ensemble c'est mieux, nous irons découvrir un nouveau mode de vie, l'habitat participatif. Nous verrons aussi que pour dépolluer son intérieur, les plantes dépolluantes ne sont pas aussi fortes qu'on le dit et que pour épater son entourage en cuisine, un simple pliage de briques peut suffire. Et enfin, Ensemble c'est vraiment mieux, c'est votre feuilleton de la semaine avec Eugénie Ravon. Cette semaine, elle a enfilé ses bottes et son ciré pour aider un projet fou, planter une forêt pour les générations à venir. Et il faut se mettre au travail car une forêt, c'est du boulot. Oh, le joli jeu de mots. Alors, on ne va pas s'ennuyer, évidemment, pendant cette heure passée ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite. C'est parti. Et pour commencer, eh bien, nous écouterons Sandrine Laplace, qui habite Le Poisat, l'Arléria. C'est où ça? C'est dans l'Ain. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Sandrine et je représente ici le projet Isaria, qui est un projet qui a vu le jour il y a une petite année sur l'extrémité nord du plateau de Rotor, dans le village qui s'appelle Le Poisat l'Aléria. Et puis la question que j'aimerais vous soumettre aujourd'hui, c'est un peu toutes les solutions techniques qu'on peut envisager de mettre en place pour que ces habitations soient complètement autonomes, à la fois au niveau de l'eau, de l'alimentation en électricité, en chaleur, etc. Eh bien, je vous remercie par avance de votre retour. C'est nous qui vous remercions, Sandrine. On va tout faire pour essayer de répondre à votre question. Il faut savoir, tenez-vous bien, que l'habitat participatif, eh bien, c'est une façon pour vous et moi de décider de la conception de notre logement, mais aussi d'espace que nous allons partager avec d'autres personnes qui se sont engagées dans un même projet. Alors c'est aussi pour l'instant marginal dans notre pays parce que c'est récent tout simplement. En effet, c'est la loi ASUR qui date de 2014 qui a modifié le code de la construction et de l'habitat afin de prendre en compte ces sociétés d'un genre nouveaux chez nous, mais qui sont, il faut le savoir, quand même très développés en Suède, en Norvège, mais aussi en Suisse et également en Allemagne. Alors c'est peut-être récent et marginal, mais des habitants de la région se sont déjà lancés dans l'aventure. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre envoyé spécial, le fameux Jérôme Doumingue. Alors Jérôme, vous êtes, je crois, à Clermont-Ferrand, dans un bâtiment qui est sorti de terre depuis à peu près un mois, dans lequel vivent 7 familles. Alors c'est pas le jeu des 7 familles, je crois qu'il y a une 8e famille qui arrive, elles ont toutes leur espace privé, mais il faut savoir qu'elles partagent aussi, c'est là l'originalité de cette formule, une salle de lecture, une salle de jeu et un jardin, ce qui veut dire déjà qu'elles ont un petit peu appris à vivre ensemble. Absolument, le vivre ensemble n'a pas pu trouver meilleure expression ici, en tout cas illustration. Dans ce bâtiment sorti de terre il y a peut-être maintenant à peu près un mois, à partir duquel toutes ces personnes qui vivent ici ont pu prendre possession de leur appartement. 7 familles, dont Audrey, son mari et ses enfants, chez qui on se trouve aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Audrey.
On est ici à la Samblada. Alors, c'est le nom de cette résidence que vous avez construit tous ensemble, de vos propres mains, entre guillemets. En tout cas, ça a été le point de départ, ça a été une idée commune, une volonté commune de vivre dans un lieu qui vous ressemble à tous. Exactement. La Samblada est née de l'imaginaire de cette famille il y a maintenant 7 ans. C'est le chiffre porte-bonheur. En 2011, on s'est retrouvés autour d'un idéal commun qui était on va construire ensemble un immeuble d'habitat participatif à Clermont qui porte des valeurs environnementales et sociétales assez fortes. C'était quoi le cahier des charges en fait que vous avez défini tous ensemble? Alors avoir un bâtiment à faible impact écologique, tant dans sa construction qu'ensuite dans son habité. Avoir des espaces de vivre ensemble, donc des espaces communs, tout en préservant nos différents modes de vie, notre habitat privé. Qu'est-ce qui vous porte à tous les propriétaires? On a dit cette famille ici. Quel est finalement cet idéal de vie que vous portez? Que dans le quotidien, on puisse s'entendre et que le voisin soit un soutien plus qu'un ennemi. Après, nous, pour notre famille, c'était les enfants sont un élément fort. Pour d'autres, ça va être la qualité de vie, la possibilité d'avoir des espaces qui permettent de faire du compostage, d'avoir peu de consommation d'eau, etc. Pour d'autres voisins, ça va être vivre avec des jeunes parce qu'elles ont elles sont plus âgées. Voilà. Enfin, je pense vraiment que ça dépend de chaque personne. Alors, ça fait sa valeur d'exemple ici à Clermont, c'est assez répandu un peu partout, ailleurs en France. Le constat, c'est de se dire que finalement, dans des copropriétés un peu classiques, tout devient impersonnel, tout devient un petit peu individualiste. Le constat, c'est que, en tout cas, nous, dans nos expériences de copropriété, les seuls espaces de rencontre avec les voisins formalisés, c'est les réunions de copropriétaires, où globalement, on est dans le conflit plus que dans l'échange et la construction commune. Et l'idée, c'est qu'il y ait des espaces de discussion, parce qu'on fait société, donc il y a des espaces il y a du conflit, mais il y a des espaces pour résoudre ces conflits. Et on a imaginé ça dès le départ afin que le bâtiment soit plus propice à l'émergence de nouveaux projets. Nous, là, on voit que chaque jour, on a envie de faire des choses avec nos voisins, on a envie de créer un composteur commun, on a envie d'aménager des espaces extérieurs, de construire une cabane avec les enfants. Chaque jour, on est porteur d'initiatives parce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un repli communautaire, là ? Pas du tout. Alors, on a bien, dès le départ, le projet dans notre charte, dans le cahier des charges dont vous parliez. L'idée, c'est d'être ouvert à l'extérieur. Et avant même que le projet émerge, on a, sur le quartier, engagé une initiative. Donc, il y a des vignes sur le quartier, sur l'écoquartier qui étaient en train d'être abandonnées. Et on a proposé de s'occuper des vignes avec tous les habitants du quartier, pas juste la Samblada, pour créer un espace d'ouverture à l'échelle du quartier. Et l'idée de la Samblada, c'est bien ça, c'est pas d'être le bâtiment replié sur soi où on fait entre soi, c'est bien d'être un espace d'ouverture aux autres, pourquoi pas être un local de récupération des paniers à MAP pour les habitants du quartier. En tout cas, déjà, le bâtiment, il est conçu, il est ouvert sur l'extérieur. Il y a un patio qui s'ouvre sur une coursive qui est dans le quartier. Tout est imaginé en ouverture et non pas en repli. Alors, on verra tout à l'heure, évidemment, ces lieux communs dont on a parlé, ces lieux partagés. Et puis, on dira aussi que vous avez peut-être 30, 40 ans, mais ici aussi, c'est un espace intergénérationnel où il y a des seniors qui vivent et on verra pourquoi aussi ils se sont greffés à ce projet. Ouais, tout à l'heure, Jérôme, on découvrira avec vous les espaces collectifs de cette fameuse Samblada. Mais pour répondre à toutes les questions de Sandrine, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Audrey Giquel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeante associée d'Habitat et Partage. Avant de vous poser la première question, je voulais rectifier, j'ai dit la loi Azur tout à l'heure parce que j'avais besoin de soleil et de mer. C'est la loi Allure, bien sûr, A-L-U-R, donc, qui date de 2014. Audrey, qu'est-ce qu'on appelle un habitat participatif ? Alors, comme on l'a vu dans le reportage, donc c'est un habitat, un mode d'habiter où des citoyens se réunissent ensemble pour définir leur espace individuel et des espaces communs. Donc, les habitants sont vraiment au cœur des décisions, que ce soit sur la conception, la création et la gestion de leur habitat. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe différentes formules d'habitat participatif en fonction peut-être de la philosophie des habitants ? Ils déterminent des lignes au départ et après on harmonise tout ça, on organise en
fonction de ça? Oui, alors on connaît par exemple la colocation. On peut voir ça comme un type d'habitat participatif. Il y a également plus les communautés, un petit peu l'esprit kibbutz. Oui, j'allais dire, c'est un petit peu la caricature de l'habitat participatif, le kibbutz. Mais disons que le modèle qui ressort et qui se développe actuellement, c'est quelque chose un entre-deux où chacun va avoir son appartement complet et les différents foyers vont mutualiser des espaces communs et des services. Oui, je l'ai dit, il y a cette fameuse loi Allure donc, qui date de 2014 et qui a un petit peu organisé tout ça. Néanmoins, depuis longtemps, alors je ne sais pas si on peut parler de longtemps, mais des habitants se sont déjà engagés dans ce genre d'aventure dans notre pays et notamment dans notre région. Oui, alors il faut savoir qu'il y a eu un mouvement assez important dans les années 80. Ça s'appelait des habitats groupés à l'époque. Et il y en existe encore une petite quinzaine de ces projets qui sont un peu éparpillés sur toute la France. Mais actuellement, on compte à peu près 680 projets en cours, dont 180 finalisés. Voilà, 180 finalisés sur toute la France. Sur toute la France. Dans notre région, est-ce qu'on est bien placé ou pas? On a à peu près 25 projets. Donc 25 projets, ça fait beaucoup plus de 10%, donc on est plutôt leader en la matière. Si on devait donner un profil ou un portrait robot de ceux qui choisissent justement cette formule, ça serait quoi? Alors, c'est difficile à dire. Il y a depuis quelques années vraiment une expansion de cette dynamique. Donc, les profils sont de plus en plus variés. Et on a en particulier un fort attrait des seniors, soit pour des habitats intergénérationnels, soit pour des habitats vraiment centrés sur les seniors. Sinon, on sort de plus en plus d'un profil un peu militant, qui va être écologiste en général, qui avait cherché des projets très aboutis et des gens qui étaient vraiment pionniers dans le domaine. La tendance est plutôt, on se mélange entre âges différents, entre CSP peut-être, ce qu'on appelle CSP, catégorie socio-professionnelle. Oui, les projets qui sortent actuellement sont de plus en plus grands. On a par exemple la Cartoucherie à Toulouse, le plus grand habitat participatif en France, où il y a 82 logements et je ne sais plus combien de nationalités. Enfin, on voit de plus en plus de mixité sociale, de mixité intergénérationnelle. Alors quel est le travail que vous faites? De quelle façon est-ce que vous les accompagnez, ces candidats, justement à ce beau projet? Alors, Habitat et Partage, on fait plusieurs choses. On fait de la mise en lien donc, entre des particuliers, des groupes et également des communes qui cherchent à développer ce type de projet. On fait de l'accompagnement et de la formation. Donc, on accompagne effectivement des groupes d'habitants sur tout ce qui va être l'aspect, on dit AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, donc tout ce qui est aidé sur le projet immobilier, mais également sur tout ce qui est le facteur humain, l'intelligence collective, comment est-ce qu'on prend nos décisions, etc. Donc on fait de l'accompagnement sur ça des groupes, mais également de collectivités et d'opérateurs immobiliers. Et après, on développe nous-mêmes des projets immobiliers d'habitat participatif. Alors on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on se lance dans un tel projet. Vous nous parlez de votre expérience personnelle, parce que vous connaissez bien, vous vivez dans un habitat participatif, mais on va retrouver tout de suite Jérôme Doumingue, qui, comme promis, va découvrir, lui, les espaces collectifs de cette Samblada. De retour donc à la Samblada ici avec encore une fois Audrey et puis Zélie qui nous a rejoint, l'une de vos deux filles. Ça va Zélie? Oui. La vie est belle ici Zélie? Ouais. Eh oui, elle est super. Tu as vu jouer là tout à l'heure dans cette cour commune avec cette cabane que tu as bâtie il n'y a pas si longtemps que ça je crois. Hier. Avec tes petits camarades, tes petits copains de la résidence en fait. Oui. Alors ici on est dans une salle commune, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des lieux partagés. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Alors, elle est dédiée à quoi? Elle est dédiée à beaucoup de choses. Pour l'instant, elle est dédiée aux travaux. Ça va être les travaux réalisés nous-mêmes par le groupe. On a encore l'isolation à faire sur ce mur-là et le sol. Et pour ensuite que ça soit une salle de rencontre, donc une salle de fête. Une salle, pourquoi pas, pour que les enfants puissent faire leurs devoirs ensemble lorsque c'est un peu dur à se motiver tout seul. Ah oui. À l'arrière, il y a une buanderie, donc ça sera aussi une salle de rencontre et de discussion. Et alors la buanderie, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas contiguë à la salle de réunion par hasard. Exactement. L'idée, c'est que la lessive soit un instant de plaisir. En tout cas, la lessive soit un instant de plaisir, un instant de rencontre, un lieu de rencontre. Voilà, et que les espaces communs soient des espaces obligatoires. Donc la buanderie, évidemment, on va y aller régulièrement. Donc, on traverse cette salle commune. Donc, ça sera vraiment un lieu de rencontre et c'est pas une salle qui se retrouve à une extrémité du bâtiment. Ici, on sait qu'on croisera toujours quelqu'un.
Vous me parlez de fêtes tout à l'heure. Oui. C'est la salle des fêtes aussi ici? C'est un peu la salle des fêtes. En tout cas, on a prévu l'acoustique pour. C'est-à-dire? On a des murs qui ont une acoustique équivalente à ce qu'on trouve dans un opéra ou une salle de concert. Donc on pourra faire du bruit sans gêner les voisins, c'est ça? Sans gêner les voisins, exactement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait également un atelier là-bas où pour l'instant vous stockez encore des choses. Il reste encore beaucoup à faire. Sur les communs, oui, beaucoup. Il reste encore beaucoup à faire. Comme cette cour, le patio que vous appelez sûrement là. Oui. Il va falloir peut-être un peu le mettre, le paysager peut-être un peu. Alors, on a prévu de poser de la lauze qui est sous l'escalier, qui avait été trouvée par Christine, pour en faire une terrasse ici, face à la salle commune. Alors justement, Christine, on va aller à sa rencontre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christine, merci de nous recevoir aussi chez vous. Oui. Parce que c'est un lieu intergénérationnel. Voilà. On a bien vu qu'il y a des jeunes et puis des moins jeunes. Des moins jeunes. Et ça vous plaît finalement d'être intégré dans ce dispositif? Oui, complètement. Je trouve que pour... bon, moi je suis encore en activité. Je suis un peu plus vieille qu'eux. Mais et du coup, on ne se sent pas vieux. Voilà, c'est intéressant. Une façon pour vous de rompre peut-être un sentiment de solitude ou d'isolement ou pas? Oui, enfin, je ne l'ai jamais eu vraiment, ce sentiment de solitude, mais je me suis dit, ça, c'est une occasion rêvée. C'est vrai? Pour une nouvelle vie, quoi. Ouais. Oui. Puis surtout pour ne pas vieillir seul. Voilà, parce qu'être avec des jeunes, c'est hyper vivifiant. Et puis vous pourrez peut-être garder les enfants. Oui, enfin c'est déjà un peu mon métier, mais donc je suis avec des tout petits toute la journée. Mais bon. Et ça continue encore, ça même continue, chez vous. Voilà. Merci encore à vous. De rien. Merci Christine. Bonne vie ici. Il y a longtemps que vous êtes installée, vous? Depuis le 4 décembre, un peu après. 7 décembre, par là. Jusque-là, la vie est belle. C'est pas mal. Ça correspond à ce que vous avez imaginé. Oui. Et pour vous aussi, Audrey? Christine, si toi tu te sens plus jeune, nous c'est génial de t'avoir toi et Monique, parce que dans la relation entre nous avec les enfants, on n'est pas qu'entre quadras avoir les mêmes problématiques. Enfin, c'est chouette. Bon. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici à la Samblada, l'Assemblée. L'Assemblée. L'Assemblée qui porte bien son nom. Voilà, en tout cas, ça a l'air de bien se passer chez eux. Merci à Jérôme, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et nous, on est toujours en compagnie d'Audrey Gicquel, qui est, je le rappelle, dirigeante associée d'Habitat et Partage. Est-ce qu'on a un petit peu de recul, justement, sur cette formule, sur ce type d'habitat ? Oui, je vous disais, il y a beaucoup de logements. C'est les années 80. Voilà, là, dans les années 80. Donc, on a déjà 40 ans de recul. D'ailleurs, il y a des livres, un livre comme un village qui a été écrit pour retracer un petit peu ce parcours. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a des hauts débats. Oui, alors vous, justement, qui avez la chance de pouvoir expérimenter ce type d'habitat participatif, comment est-ce que vous le vivez? Ça fait 7 ans, je crois, que vous êtes dans un habitat participatif. Déjà, pourquoi? Quelles ont été vos motivations à vous? Moi, mes motivations, c'était ne pas habiter seul, ça m'attirait pas. L'aspect pouvoir construire quelque chose d'écologique. Après, dans mon habitat participatif, on a la particularité d'avoir construit nous-mêmes en autoconstruction les appartements. Ah oui. Donc là, c'est l'étape voilà. au-dessus. On a eu envie aussi de faire nos logements. Alors, on n'a pas tout fait, mais voilà, il y avait ça. Et puis l'ouverture sur le quartier, l'expérimentation sociale, c'est-à-dire expérimenter une manière de vivre ensemble. Voilà, tout ça, ça nous intéressait. Et alors le bilan au bout de 7 ans, si vous deviez en faire un, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qui marche plutôt moins? Qu'est-ce qui marche très bien? Alors le bilan est positif, c'est certain. Sinon vous seriez parti? C'est facile d'en partir d'ailleurs? Oui, voilà, c'est des démarches administratives. Voilà, faut vendre, c'est la même chose. Mais non, le bilan est très positif. Moi, j'ai 2 enfants. Je trouve que la vie est douce et plus facile en habitat participatif. Il y a beaucoup d'entraide dans le quotidien. Voilà, des petites choses qui facilitent, qui mettent de l'huile dans les rouages. Oui. Alors on l'entendait tout à l'heure. De temps en temps, il y a justement les petits grains de sable dans les rouages. Là, ils ont été prudents. Hein. Ils font une salle pour les fêtes bien sonorisée. C'est quoi le problème le plus courant?
ce qui relève de la vie collective, c'est-à-dire les petites nuisances sonores, les choses comme ça? Alors, pas forcément les nuisances sonores, c'est un petit peu tout le quotidien. On dit ça se gère un coup de matraque, c'est ça? Non, mais ça va être comme dans un couple, en fait. Ça va être la serpillière qui tiraine ou alors, oui, quelqu'un qui a oublié un sac de provisions dans la voiture et puis, du coup, ça a tout moisi. Ou alors, voilà, des petites choses du quotidien qui vont peut-être agacer. Après, il y a des fois des problématiques qui peuvent être, des désaccords qui peuvent être plus profonds. Il peut y avoir aussi des problèmes interpersonnels. Et là, c'est pas forcément le groupe qui est lié, mais ça va être deux personnes qui vont être en désaccord fortes. Donc voilà, comme ça se rencontre dans la vie. Donc là, on trouve un intermédiaire pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, donc du coup, on travaille sur la gestion du conflit avec des médiateurs internes, externes. Voilà, mais en tout cas, on est tous dans une démarche de vouloir que ça fonctionne et du coup, ça... Alors la question essentielle, c'est les pépettes. Est-ce que ça coûte plus cher ou pas qu'un habitat traditionnel? Alors ça, c'est difficile à dire. Chaque projet est différent et ça dépend du montage juridique, ça dépend de plein de choses. Donc c'est vraiment très difficile à dire. Moi, je sais que dans le projet où je vis, ça n'était pas... on ne cherchait pas à avoir moins cher, mais on a... disons, eu un lieu et une maison auquel aucun de nous aurait vraiment pu prétendre avec ses finances. Donc, voilà, c'est forcément... Mais comme on mutualise... des choses entre ce qu'on attend et donc ce qu'on est prêt à mettre au-dessus du prix plancher, j'allais dire, pour un service qu'on trouverait nulle part ailleurs et pour une facilité de vie ou une qualité de vie qu'on aurait nulle part ailleurs. Oui. Ce qu'on voit souvent, c'est par exemple dans des coopératives d'habitants, donc les habitants payent un loyer. Le loyer est en général à peu près équivalent au marché pour leur habitat individuel, mais ils ont en plus accès à des espaces communs, pour donner un ordre de grandeur. Merci Audrey pour ce rendu d'expérience et puis pour le travail que vous faites aussi à Habitat et Partage. J'espère qu'on a répondu aussi aux questions de Sandrine. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, Sandrine. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter par téléphone, par email et via notre groupe Facebook aussi. Dans cette émission, vous le savez, nous aimons mettre en avant des projets collectifs et nous retrouvons pour ça notre envoyée spéciale, Eugénie Ravon. Elle est partie sur les routes de France pour vous rencontrer, pour vous aider aussi dans vos projets. Et depuis lundi, on suit Eugénie qui est allée rencontrer Michel. Il a un projet incroyable, Michel, c'est de planter une forêt pour les générations futures. Autant vous dire que c'est ambitieux comme projet. Eugénie, où êtes-vous? Bonjour à tous, âmes solidaires. Ça y est, je les ai trouvés, mes arbrisseaux. Ils sont pas mignons, ces petits bouts de bois? Bon, vous me direz, maintenant qu'ils sont prêts à prendre racine, il faut que je sache comment les planter. Un bon coup de pioche, ça devrait suffire. Mais non, moi, je pense qu'il leur faut de la douceur, de l'amour, de la patience. Vous allez voir, mes petits cocos, je vais vous bichonner, moi, je vais vous dorloter, là. Douceur, amour, patience, je suis d'accord avec vous. En tout cas, travaillez bien. Puis on vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment. Tout de suite, on passe à notre rubrique plus que pratique. C'est l'heure de comment on fait. Et pour comment on fait, on a reçu un message de Charlène. Elle vit près de Saint-Étienne, c'est dans la Loire. Écoutez ce qu'elle a à nous demander. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'habite à Firminy. J'adore faire les feuilles de briques le week-end quand j'invite mes amis chez moi, mais je mets vraiment beaucoup de temps pour les plier, alors j'aurais aimé avoir vos conseils pour les plier un peu plus rapidement. Eh bien, écoutez, merci Charlène pour votre question. Moi, je suis d'accord avec vous. Les briques, c'est absolument divin. On peut se servir ça en apéro, en entrée, en petit four. Mais il y a un truc que je partage avec vous, c'est que je suis pas très doué, moi, pour faire tout ça. Donc, ce que je vous conseille tout de suite, c'est de nous écouter parce qu'on va répondre à votre question et on va apprendre à être les as du pliage de briques. Et je suis ravi d'accueillir tout de suite notre invité, Sadia et Sabi. Je vous en prie. Sadia, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cuisinière, j'allais rajouter cuisinière épanouie. Voilà.
Vous avez monté votre propre entreprise, qui est une entreprise de traiteurs à domicile. Exactement. C'est-à-dire qu'on vous passe des commandes et vous y répondez. Voilà. Vous déplacez pour apporter justement le produit de votre talent. Ça s'appelle Kaboulion, comme Kaboul et Lyon, parce que vous êtes d'origine afghane. C'est ça. J'ai tout dit, ou presque, parce que votre vie est un vrai roman. C'est ça. Alors, avant de nous dire comment on plie les briques, j'aimerais que vous nous disiez un mot justement de ce que sont les briques. Au fait, les feuilles de briques, c'est une pâte à base de farine, la moitié farine et moitié semoule, de l'eau. Et voilà, on mélange tout ça. Donc on prend une jatte, on met la moitié farine, moitié eau, et puis on mélange. Et puis au fait, c'est un peu moins liquide que la pâte à crêpes. Et ça se fait sur des plaques ou une poêle, au fait. Voilà. On m'avait dit au pinceau, ça oui, au pinceau, parce que c'est pour ça que c'est très fin. Ouais. Et c'est plus d'origine. Il y a plusieurs sortes au fait de feuilles de briques. J'allais vous demander d'où ça vient. Voilà. Alors plus c'est Maghreb, du Maghreb les feuilles de briques. Donc on va dire Afrique du Nord. Voilà, Afrique du Nord. Et il existe aussi des pâtes phyllo qui sont plus fines que les feuilles de briques, mais qui sont plus de la Grèce, de la Turquie. Ah oui, donc on remonte un petit peu vers l'Europe. Voilà. C'est quoi les pâtes phyllo? En fait, les pâtes phyllo, c'est la même chose, mais sauf qu'il n'y a pas la semoule dedans. Et c'est juste, mais c'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus friable. Enfin, question fragilité, les briques, les feuilles de briques, c'est sympa quand c'est comme ça sous plastique. Comme vous les avez apportées. En revanche, il ne faut pas les laisser à l'air libre trop longtemps. Pas trop, c'est mieux de les... C'est super fin. Voilà, c'est très très fin. Au fait, on peut les faire en salé, en sucré, n'importe quelle forme. D'ailleurs, j'en ai préparé quelques-unes. Ouais. Mais on peut les garder quand même dans leur emballage ou alors dans un torchon un peu humide, bien fermé, en bas du frigo pendant 3-4 jours. Alors, si on est distrait comme moi... je suis un petit peu distrait, qu'on les oublie sur le coin de la table, qu'on va faire autre chose. Quand on revient, elles sont fichues. Sec, quoi. On peut pas les réhumidifier. Déjà les bords, ça commence à sécher. Ah oui, on peut pas les réhumidifier. Moi, j'ai jamais essayé. Ça risque de coller. Oui, je pense. Oui, bien évidemment. Quand c'est déjà tout cassé, je pense pas que ça va se recoller, à mon avis. Alors, on a vu ce qu'étaient les briques. De quoi c'était fait? Il y en a pas en Afghanistan. Non, mais par contre, il y a comme les pâtes phyllo. Parce que nous, on n'utilise pas beaucoup la semoule. Voilà, nous on utilise beaucoup la farine de blé et donc il y en a des comme ça pour faire les baklava, les choses comme ça. Alors on a vu ce que c'était, on vous met dehors et puis on vous rappelle parce que moi j'ai envie de savoir comment ça se plie. Parfait. Surtout puisqu'on peut mettre dedans parce que le but c'est de se régaler quand même. Exactement. À très vite Sadia, on va continuer notre émission. On va voir maintenant comment dépolluer notre maison. Vous avez bien entendu, si ça se dépollue la maison. Et pour savoir comment on dépollue une maison, eh bien, avant, on va écouter Alex qui a un message pour nous. Alex, il vit à Lyon. On l'écoute. Salut, c'est Alex de Lyon. Je fais cette vidéo parce que depuis un moment, je m'interroge sur les plantes dépolluantes. En tant que gros amateur de plantes, j'en ai une grosse collection à la maison. Donc j'ai vu qu'il y avait des études qui avaient été faites par la NASA il y a un moment déjà, mais qu'aucune conclusion réelle n'avait pu être tirée. Donc je voulais savoir aujourd'hui dans quelle mesure avoir ces plantes à la maison pourrait donc améliorer la qualité de l'air. Merci Alex pour votre question. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de vous interroger sur ce que sont les plantes dépolluantes et puis on se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans le rayon d'une jardinerie à la recherche du ficus idéal quand tout à coup ces deux mots vous sautent aux yeux. Plante dépolluante. Mais enfin, c'est quoi une plante dépolluante ? En ville ou à la campagne, l'air intérieur est de 8 à 10 fois plus pollué que dehors. S'échappant du vernis de votre table basse ou de vos produits ménagers, certaines substances toxiques volent tranquilles dans l'air de votre maison. Le lierre, le ficus ou encore la fougère de Boston peuvent capter ces émanations par leur feuillage et les absorber. En 1969, c'est le docteur Bill Wolverton, biochimiste à la NASA, qui a fait cette découverte en cherchant comment renouveler l'air des capsules spatiales. Trop fort ce Bill. Bon, revenons sur Terre. À moins de transformer votre intérieur en véritable jungle, vous ne passerez pas de l'atmosphère de Bombay à celui d'une île vierge du Pacifique. Le plus efficace reste encore d'aérer votre maison. Mais les végétaux peuvent aussi dépolluer les sols. Anciennes fonderies ou usines à l'abandon, certaines friches industrielles sont toujours contaminées par des métaux lourds. En plantant du miscanthus ou encore des arabètes de LR, on peut débarrasser ces terrains de leurs produits chimiques. Des tournesols ont même été plantés près de la centrale nucléaire de Fukushima.
Si l'homme ne préserve pas la nature, au moins les plantes, elles, savent prendre soin de l'homme. Voilà, c'est un petit peu plus clair pour nous maintenant, les plantes dépolluantes, mais pour répondre de façon précise à la question d'Alex, qui voulait savoir dans quelle mesure les plantes dépolluantes pouvaient améliorer la qualité de l'air de son petit appartement, eh bien on a le plaisir d'accueillir un invité qui est Pierrick Eberhard. Bonjour Pierrick. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans le jardinage. Alors avant de parler des plantes dépolluantes, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons nos intérieurs ont besoin d'être dépollués? Qu'est-ce qui pollue tant l'intérieur de la maison ou de l'appartement? Eh bien, tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un habitat qui a été conçu écologiquement et de ce fait, il y a beaucoup de substances dans des appartements ou dans les maisons qui sont chargées de matières qui sont plus ou moins polluantes. On pense par exemple notamment à tout ce qui tourne autour de la peinture. On trouve maintenant dans le commerce des peintures qui sont bio, mais beaucoup ne le sont pas. Il y a aussi beaucoup de substances qui sont générées tout simplement par des poussières, lesquelles poussières sont la conséquence de la circulation de l'air ambiant et qui sont chargées d'un certain nombre de molécules qui sont polluantes. Ouais, et on ne parle même pas des désodorisants dont on use et dont on abuse. Dont on ne devrait pas user du tout, mais bon, quelquefois on ne peut pas faire autrement. Donc effectivement, ces produits ou des produits ménagers quelquefois tout simplement. Ou de l'ameublement aussi, les meubles d'aujourd'hui. Les meubles, les cires, il y a différents types de cires. Il y a des cires qui sont naturelles et d'autres sont chargées en colle aussi, en vernis. Des colles, puis on ne parlera pas bien évidemment d'autres substances beaucoup plus polluantes comme l'amiante, mais ça on en voit beaucoup moins maintenant puisque les locaux et d'habitation sont garantis sans amiante. Et tout ça c'est mauvais pour la santé, mais heureusement les plantes, ou plutôt certaines plantes, ont un pouvoir dépolluant. C'est pas une légende, c'est vrai. C'est pas une légende, elles ont un vrai pouvoir dépolluant. Toute la question est de savoir à quelle échelle et dans quelle quantité. Est-ce que c'est une feuille d'une plante qui peut avoir un effet bénéfique ou c'est un arbre entier, par exemple le palmier a certaines qualités pour dépolluer, mais on voit difficilement comment on pourrait avoir un palmier à la maison. Certains ont la chance de pouvoir mettre des palmiers chez eux, mais il faut un petit peu de place. Il faut un peu de place, ou bien alors il faut aussi un microclimat. Donc c'est incontestable que les plantes qui rendent beaucoup de services, des services esthétiques, des services alimentaires et aussi des services liés à cette dépollution. Sont des plantes dépolluantes, ça qu'on nous a le lierre est une plante que tout le monde connaît, qui est très commune dans nos contrées, qui est très résistante, qui joue un rôle décoratif, qui joue un rôle aussi au jardin et qui est dépolluante. Elle va capter certaines molécules néfastes pour l'être humain. De là à déduire que un pot de lierre tel que celui-ci vous gommerait toute la pollution qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une habitation, il faut être un tant soit peu réservé et faire preuve de bon sens. Il faut essayer, il faut se lancer dans ce genre de technique sans penser que ça va pas être un pot de lierre, aussi utile puisse-t-il être, qui va résoudre tous les problèmes. Mais c'est un début. Dans la série, quelle plante dépollue quoi? Celle du milieu, par exemple, c'est quoi? C'est un dipladémia, je crois. Elle va s'attaquer plus particulièrement à tout ce qui tourne autour des pollutions qui sont des résidus pétroliers, on va dire. Hein. Et la suivante? Ça, c'est une fougère. La fougère, elle aussi, a des vertus dépolluantes. Le nickel, sauf erreur de ma part, mais enfin bon, on n'a pas... Son rôle est essentiellement aussi d'apporter un bien-être dans la maison et qui... Elles sont feng shui, vous voulez dire? Oui, non mais ça compte, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Alors, ces plantes, vous l'avez dit, elles ont un pouvoir dépolluant. Après, on l'a bien compris, il est question de quantité. C'est pas avec une plante comme ça qu'on enlève la pollution d'une pièce, ça aide un petit peu. Mais c'est quoi la solution alors pour dépolluer son intérieur? C'est des solutions de bon sens. On l'a évoqué d'abord quand on repeint. C'est de plus en plus rare le bon sens aujourd'hui. Quand on repeint un appartement, essayons d'utiliser des peintures qui sont garanties sans effet polluant. Donc déjà on évite les polluants. On évite. On peut aussi penser à des choses qui sont simplissimes, comme ouvrir la fenêtre quand la météorologie s'y prête, au moins 2 fois par jour. Évitons par exemple d'ouvrir les fenêtres quand il y a des vagues de pollution importantes. Voilà. Donc même en ville, normalement quand il n'y a pas de surpollution, j'allais dire, l'air extérieur est meilleur que l'intérieur.
meilleur. Est bien meilleur que certains airs intérieurs. Hein. On peut aussi utiliser, c'est une autre technique, des huiles essentielles qui vont avoir finalement un peu le même rôle que les plantes, et en tout cas éviter d'utiliser des produits qui, eux, c'est connu, sont chargés d'éléments assez polluants, pour ne pas dire quelquefois néfastes. Oui. On va s'intéresser un instant, parce que ça sera un autre sujet, mais c'est important parce que ça fait partie du chez-soi. Quand on a un extérieur, qu'on a un jardin par exemple, une petite partie d'espace vert, on peut aussi dépolluer l'extérieur avec certaines plantes. Bien sûr, on peut dépolluer et en même temps régénérer un sol. Et là, la plante se sert de ses racines. De ses racines, de ses feuilles. Aussi. On peut, par exemple, on utilise souvent dans le jardinage ou en agriculture, dans la viticulture par exemple, un certain nombre d'engrais verts. C'est des plantes comme la luzerne, le trèfle, les haricots, certaines formes de légumineuses. On les fauche et elles régénèrent le sol. Et elles régénèrent le sol aussi par leurs racines. Ah oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut dépolluer n'importe quoi. Il y a des matières pour lesquelles il vaut mieux appeler des spécialistes. Alors il y a des plantes que l'on a bien déterminées qui sont maintenant, c'est avéré scientifiquement. Par exemple, une plante qui est très très décorative, c'est une vivace qui s'appelle l'alice. L'alice est une belle plante avec des fleurs jaunes au printemps. Et cette alice a comme propriété de dépolluer les sols qui sont chargés en nickel. Et donc, quand il y a des produits chimiques qui se sont déversés à tel endroit, on fait des plantations d'alice et ça régénère le sol. Pas tout de suite, pas par un coup de baguette. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des délais à respecter? Il faut du temps. La nature a besoin de temps. Oui, il faut un certain temps. S'il y a des sols qui sont en cours de dépollution et qui font l'objet d'une régénération d'une phytogénération, il faut, selon la plante et selon la pollution, quelquefois plusieurs mois, voire plusieurs années pour arriver à un résultat. Merci beaucoup Pierre. Vous reviendrez parce que vous avez plein de conseils à nous donner. Donc je résume un petit peu. Chez soi, en général, il y a toujours de bonnes raisons pour que l'air soit pollué. C'est vrai qu'avec des plantes, on peut dépolluer un peu, mais elles servent surtout à prendre conscience que l'intérieur est pollué, qu'il faut faire attention. Aérer votre appartement, même s'il fait froid dehors, c'est vrai que c'est un bon conseil. Vous laissez 5 minutes les fenêtres ouvertes, ça ne refroidit pas les murs, mais du coup l'air se régénère. Et puis évidemment, l'extérieur aussi, on l'a vu, il y a des plantes qui permettent de dépolluer les sols. Merci encore Pierry. Voilà, j'espère Alex qu'on avait répondu à vos questions, que vous pouvez appliquer les conseils de Pierry, et en tout cas vous nous tenez au courant. Tout de suite, vous prenez la parole. Et vous prenez la parole, c'est le moment de l'émission. Vous pouvez réagir, donner des conseils à nos téléspectateurs et aussi partager vos expériences. Souvenez-vous au début de l'émission, Sandrine qui nous posait une question sur l'habitat participatif. Et bien aujourd'hui, c'est Odile Mello qui est retraitée à Grézieux-la-Varenne, c'est dans le Rhône, qui a souhaité partager son expérience en notre compagnie. Elle est au téléphone, elle est avec nous. Bonjour Odile, vous allez bien ? Bonjour. Oui. Alors, vous habitez, je crois, dans un habitat participatif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement ça? Oui, tout à fait. Et depuis combien de temps? Alors, nous habitons depuis avril 2016. Ouais. Voilà, c'est un projet qui a commencé à naître dans les années 2011 et on y est entré en avril 2016. Ouais. Alors, moi j'aimerais savoir concrètement comment ça se passe au quotidien. Est-ce que ça répond à ce que vous attendiez de cet habitat participatif ou est-ce qu'il y a des petites déceptions, des petits grains de sable dans les rouages de temps en temps? Alors, comment vous dire ça? Nous sommes 12 familles, 20 adultes, 16 enfants. Les plus anciens ont autour de 80 ans, les plus jeunes ont 18 mois. Voilà, c'est un habitat intergénérationnel. Que vous dire, des grains de sable dans la vie de tous les jours, il y a des grains de sable, mais dans l'ensemble, il y a plutôt beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de services, beaucoup de choses qui se partagent ensemble. Voilà, chacun habite sa maison. Voilà, donc vous avez votre indépendance, mais vous partagez des choses, c'est un petit peu ça l'idée. On partage des choses, un grand jardin. On jardine ensemble, par exemple. Dites-moi, aucun regret? Aucun regret. Aucun regret. Bah, écoutez,
C'est ce qui compte. On aurait 1000 questions à vous poser. En tout cas, merci d'être intervenu sur cette antenne. Donc, dans Ensemble, c'est mieux pour partager votre expérience. Vous aussi, n'hésitez pas à partager votre expérience. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner. Vous allez voir s'afficher nos coordonnées. Donc, téléphone, mail ou le groupe Facebook sur lequel vous demandez votre... j'allais dire intégration, votre inscription. Voilà. On va passer tout de suite à notre feuilleton de la semaine, si vous le voulez bien. Vous êtes habitués maintenant, vous regardez tous les jours notre émission. Nous retrouvons notre envoyé spécial parfois, parce qu'il lui arrive d'aller un petit peu loin dans tout le pays. Elle parcourt la France pour vous aider à mettre en place des projets collectifs qui vous tiennent à cœur. C'est important. Et cette semaine, c'est Eugénie Ravon qui est partie sur les routes du pays. Elle est en compagnie de Michel qui nous a contactés parce qu'il avait pour projet de planter une forêt pour que les générations futures puissent encore profiter de la nature. C'est un projet absolument magnifique qui nous a beaucoup émus ici à la rédaction d'Ensemble c'est mieux. Et je vous propose, comme on le fait depuis le début de la semaine, de le suivre. Si vous avez manqué un épisode, ne soyez pas triste, pas de panique, on vous résume tout. On va aller sur notre projet grandiose. C'est sur la création de la forêt, c'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de pouvoir y mettre un arbre qui va être là pour les générations futures. Le projet, c'est de planter une forêt durable et on voudrait savoir si vous voulez bien nous donner des arbres. Faut avoir le coup de main quand même. Bah là, ça fait 2 ans qu'ils sont en terre. Ok. Eh ben moi, je vais mettre 2 ans à le sortir, je crois. En fait, pépiniérie, c'est un métier, quoi, en fait. Ça s'invente pas, hein. Je vous fais une accolade, hein, merci. C'est vraiment de rien. C'est super sympa. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, je vous ai prévenu, c'est un super projet. Il est très ambitieux. On ne parle pas d'un jardin, là, mais d'une véritable forêt. Donc, on va retrouver tout de suite Eugénie Ravon. Je pense qu'elle a la main verte, c'est un peu nécessaire pour ce genre de sujet. Que je résume bien, j'ai rencontré Olivier Guébel, pépiniériste passionné de toujours, qui nous a donné une dizaine d'arbustes. Il y a aussi cette pépinière à quelques kilomètres de là, qui nous a donné des dizaines de pousses. C'est pas beau ça? C'est pas beau cette solidarité? Ensemble, c'est définitivement mieux. Qu'est-ce que t'en penses, Céline? Ensemble, c'est mieux! Tout de suite, je vais rejoindre Bernard. Il est ingénieur et bénévole dans l'association depuis plusieurs années. C'est lui qui s'occupe de tout l'aspect scientifique. Comment on plante les arbres, dans quel ordre, quelles sont les essences utilisées. On va tout de suite essayer d'en savoir plus. Suivez-moi. Bonjour. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Comment on plante une forêt? D'abord, il faut choisir des espèces. Et les espèces qu'on choisit ici, c'est des espèces rustiques pour avoir une forêt avec le minimum d'entretien et pour retrouver l'effet naturel de la forêt. On va créer une forêt qui sera relativement dense. On va mettre à peu près 10 mètres carrés par arbre. Pour un arbre de cette taille-là, il ne faudra pas hésiter à faire un trou qui fasse 40 cm sur 40 cm. C'est une forêt qui accueillera aussi les animaux, les auxiliaires. Pas tout de suite, dans quelques années, il faut compter 15 à 20 ans, qui non seulement aura un rôle de filtration des eaux et donc d'amélioration de la qualité des sols, amélioration de la qualité de l'eau, mais en plus, ça va enrichir la biodiversité et ça va permettre aussi d'éviter les maladies sur toutes les plantations qu'on va réaliser. Grâce à ça, on devrait avoir de manière totalement naturelle un rendement de toutes les cultures qu'on va réaliser, les cultures potagères qui sera décuplée. Merci beaucoup Bernard, merci pour toutes ces explications, ça permet d'y voir plus clair. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Tout de suite, je vais retrouver Céline qui va nous en dire plus pour l'opération Parraine ton arbre. Et puis aussi sur la fête de l'hiver, parce qu'apparemment c'est elle qui, il y a quelques années, en a été à l'initiative. Vous me suivez? C'est parti. Salut Céline. Salut Jenny. Ça va? Ça va. Ça bricole, ça décore? Ça finit de mettre les guirlandes pour la fête. Super. Je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur l'opération Parraine ton arbre. Qu'est-ce que c'est?
Alors, parraine ton arbre, en fait, c'est l'idée qu'on a eue, c'était de proposer, de planter une forêt de manière différente. C'est que tu peux offrir un arbre à qui tu veux, ou tu peux t'offrir toi-même un arbre. Les personnes donnent une certaine somme. On plante un arbre avec eux sur la forêt, il y en a 300 à planter. Combien ? 300 arbres à planter. Ok. Combien ça coûte, parraine ton arbre? En fait, on a l'espoir de récolter entre 30 000 et 40 000 euros. C'est l'occasion de récolter des sous pour la réfection de la ferme à Raymonde. Ce qu'on a besoin assez urgemment, c'est de refaire les toits. Parce qu'il pleut parfois quand même en Bretagne, on a marre d'avoir les pieds dans la boue. Chaque personne donne combien? Alors, ce qu'on demande pour chaque arbre, c'est 100 euros. Donc, c'est comme c'est une somme certaine, il y a plein de gens qui se mettent à plusieurs pour offrir un arbre. Il y en a qui vont donner, qui se sont engagés à donner 10 euros par mois pendant 10 mois. Donc voilà, chacun trouve une solution pour que ce soit une somme à peu près accessible à chacun, mais ouais, c'est 100 euros le parrainage de l'arbre. Dis-moi, qu'est-ce que c'est la fête de l'hiver? J'ai cru comprendre que tu en étais à l'initiative. Il y a 15 ans, quand je suis arrivée à Vers le Jardin, je suis arrivée avec l'idée que ce qu'on pouvait mettre en ordre, c'était de fêter les saisons. En fait. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, aujourd'hui c'est le premier jour de l'hiver, ça méritait une fête. Et on l'a créée, cette fête, il y a 15 ans, mais itinérante. On s'est dit qu'on allait la faire de jardin partagé en jardin partagé. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait une fête de saison, qu'on fête l'hiver chez Raymonde. Je vais te laisser travailler. Ouais. Et je te dis à tout à l'heure. Ok, ça marche. Ok. Salut. Salut. Ben, qui c'est ça? Vous êtes qui, vous? Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Ah, je suis Corentin. Corentin, salut. Enchanté, pardon, je suis pleine de terre, mais... Bah, pas de souci, hein. C'est la saison en même temps. Alors du coup, j'ai récupéré des arbres chez mes confrères, je vais les déposer, faire des dons. Mais c'est super. Ah, c'est un beau geste. gentil. C'est un beau geste. Vous nous montrez ce que vous avez? Ouais, je vais vous montrer ça Génial. de suite. Super. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi comme fleurs? Il y a des camélias, des hêtres, des ginkgos, des chênes. Bon, j'ai récupéré ce que je pouvais, quoi. Génial. Les gens étaient généreux quand même. Ah, c'est super. Bah, merci beaucoup, Corentin, c'est génial. Bah super. non, c'est nous. Hein, Ah bah maintenant, faut que... des projets comme ça, faut aider. Ça fait plaisir d'avoir des pépiniéristes comme vous qui veulent bien mettre la main à la pâte et nous filer un coup de main. C'est vraiment super sympa de participer à ce projet solidaire. Trop bien. Hé, les copains! Ouais. C'est parti. Génial. On s'en fiche de la pluie. On va planter. On part dans la forêt. Elle est super, notre génie. Vous avez vu la pêche. Bravo. On la retrouve demain en compagnie de Michel, de tous les bénévoles d'association, de Monsieur Boulot, Mademoiselle Hêtre. En fait, toute la clique. Qu'est-ce qui va leur arriver? Contacté en me demandant de venir faire une démonstration parce qu'ils savaient ce que je faisais. Ensemble, c'est mieux, non? Je te propose de me donner le nom de ton arbre. Eugénie. Allez Eugénie, on croit en vous, qu'il pleuve, qu'il vente, on y croit, on y croit, on y croit. Moi je suis certain que le défi va être relevé. À demain. D'ailleurs, si vous aussi, derrière votre petit écran, ou plutôt devant, parce que derrière vous voyez pas grand chose, vous avez besoin d'un coup de pouce, si vous voulez que toute l'équipe d'Ensemble c'est mieux arrive chez vous, vous aide, eh bien c'est simple. Contactez-nous. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail, il y a un groupe Facebook, regardez, c'est tout simple, n'hésitez pas. Voilà. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons reçu un message de Charlène, qui est assistante des ventes, où ça, près de Saint-Étienne, c'est dans la Loire. Elle souhaitait apprendre à plier des briques facilement et si possible rapidement. Et bien, on retrouve tout de suite notre invitée, Sadia Essabi. Rebonjour Sadia, cuisinière Caboulion, près de Lyon. Exactement. Sur quelle commune? À Dessines. Il me semblait aussi. Dessines. Alors tout à l'heure, vous nous avez pris ce que c'était que des briques. On a vu ça, les feuilles de briques. De quoi c'était fait, d'où ça venait. Et là, on va vraiment répondre à la question de Charlène. C'est comment les plier et les plier rapidement. Oui. Alors il y a plusieurs sortes de pliage. On peut les faire en triangle. Alors j'ai amené quelques outils indispensables et de la farce également. Ça c'est en aumônière. Oui. C'est ça les autres. Par exemple, donc je sais pas, on les coupe, en lanière par exemple, pour que ça soit en triangle. Je mets avec les mains. Ah bah oui, tout ça avec les mains. C'est ce que je préfère, donc j'ai les mains lavées. Voilà, on les pose sur un côté.
on plie, voilà, dans l'autre sens. Ça a l'air tout simple comme ça. Bah, regardez. Ah oui, c'est rapide. Ah là, Charlène, moi j'avoue que c'est rapide. Alors, en triangle, on se dit c'est rapide, c'est facile, le reste peut-être un petit peu moins. Le reste est encore plus facile. C'est-à-dire, si on veut que ça soit en forme de rectangle, eh ben, on met un peu de farce, par exemple là. Voilà, même si c'est un bout arrondi, on peut en faire un rectangle. C'est pas très grave, on les met comme ça. On rabat les deux côtés. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas que ça sorte de tous les côtés non plus. Et en fait, en gros, voilà. Voilà, on ne pourra pas nous dire que là, c'est pas rapide. Hein, voilà, c'est l'histoire de quelques secondes. Au fait, là, il faut voilà. J'en fais une, moi, ou pas? Allez. Avec ça? Je vais vous donner... Alors, Sadia, je vais lui donner un truc facile, sinon ça va être la cata. Donc, c'est vrai qu'il faut bien les tenir bien fermés. C'est mieux. Voilà. Et il en existe en carré. Donc, c'est-à-dire, on peut... Des briques carrées, ben, j'ai jamais vu, moi. Ouais, là. Voilà. Ah, c'est des carrés, ça, d'accord. Là, vous en avez des carrés. Pub. Ah oui, pardon. Bah, au fait, c'est que... Voilà. Donc là, vous pouvez y aller. Allez-y. Je vous laisse mettre la face parce que moi, j'ai touché des choses. Et voilà, je ne veux pas gâcher non plus. Vous êtes dans ce sens. Alors, je ne suis peut-être pas du bon côté des caméras. Dites-moi en régie. Oui, on rabat d'abord comme ça. Ah, c'est en triangle, voilà, d'accord. c'est en triangle. J'avais rien compris. Après, tac, voilà, comme ça. Tac. On revient. Ouais, non, mais là, c'est super simple. On revient et puis on peut enlever l'excédent avec un couteau. Et est-ce qu'on peut mettre de l'eau, ça colle ou pas? Non, de l'huile, c'est mieux. Huilé, c'est mieux, donc j'ai pris un peu d'huile. Le mieux, c'est de les faire au four. Donc voilà, on peut les huiler un petit peu. Alors moi, on les met au four, c'est moins gras. Moi, je vais dire un truc, Charlène, c'est que j'ai réussi, donc vous devriez y arriver sans problème. Ah oui, c'est vraiment simple. On les met sur un côté, on plie. Il y a des différentes farces possibles avec. En aumônière, je vais prendre une autre feuille pour vous montrer aussi. C'est vraiment le plus simple. Je vous laisse faire parce qu'on est presque en retard. Ah, pardon. Merci, Sadia. Elle est adorable. L'émission est presque terminée, dites donc, ça passe vite. Alors, vous avez sans doute des questions à vous poser, ou à nous poser, c'est encore mieux. Par exemple, nous avons aujourd'hui Christophe Stelio de Cévézieux, c'est dans l'Ain, et il nous lance un appel. Bonjour, je m'appelle Christophe et j'habite à Cézérieux, dans l'Ain. Je suis constructeur de tiny house et j'aimerais réaliser un double projet. D'une part, créer un lieu de vie associatif de type habitat groupé et d'autre part, accueillir du public. Pour ce faire, je cherche un vaste terrain en Drôme provençal ou en Ardèche avec des dépendances comme une grange ou une ferme à rénover pour, dans un premier temps, y déposer mes affaires et mes outils. Voilà, j'imagine l'endroit ensoleillé et, dans l'idéal, surplombant la vallée. Alors, si vous connaissez la perle rare, je suis vivement intéressé. Merci. Je suis certain que l'un d'entre vous connaît la perle rare. Merci en tout cas pour cet appel. C'est la fin de cette émission, donc on se retrouve avec un immense plaisir demain. Je vous souhaite de passer une très très belle journée sur France 3. À demain, au revoir.